Allons-y donc pour rentrer dans le vif du sujet. La phase de... Alors, le cycle de webinaire de lancement d'Horizon Europe est en phase de clôture. Donc là, on est plutôt sur la présentation des dispositifs d'aide au dépôt des dossiers. On va donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de présentation de toute la sphère Horizon Europe et du coup la manière dont tout cela fonctionne, en particulier le nouveau dispositif qui est le lycée accélérateur. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même un réel enjeu côté français en matière de participation. On participe financièrement à hauteur d'environ 16% au programme 4 de soutien à la recherche et à l'innovation, et on en retire un peu moins en termes de subventions, environ autour de 11 ou 12%. Donc ce gap-là, c'est un peu l'objectif qu'on essaye de combler, du coup, en essayant d'acculturer le plus d'acteurs et en l'occurrence d'entreprises possibles au programme européen. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, donc aujourd'hui on va parler en particulier de lycée accélérateur, qui est donc une nouveauté. C'est une nouveauté en tout cas. C'est un dispositif qui a été testé en format pilote depuis 2018 par la Commission dans le cadre de Horizon 2020, donc le programme 4 précédent, et qui s'appuyait lui-même déjà sur un dispositif existant qui s'appelait Instrument PME, et qui visait en fait à soutenir des projets, ce qu'on appelle monobénéficiaires, c'est-à-dire, c'est une exception dans le cadre du programme cadre, on ne soutient pas de programme collaboratif, une entreprise seule peut venir déposer son projet. Et donc l'EIC, le Conseil européen de l'innovation, a pour objectif donc de vraiment prendre la forme d'une agence de soutien à l'innovation de rupture avec un continuum de financement qui vont de TRL assez bas, donc ça c'est la brique qu'on appelle Pathfinder et qu'on ne traitera pas aujourd'hui, jusqu'à la brique accélérateur, donc pour des TRL qui est assez haut, qui vont jusqu'à la phase de commercialisation. Le lycée accélérateur en particulier a l'originalité de proposer à la fois des subventions qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros et un ticket en equity qui peut monter jusqu'à 15 millions d'euros. Voilà, donc c'est la première fois qu'on teste ça, c'est assez novateur et c'est aussi pour ça que c'est important sans doute d'acculturer les acteurs. Peut-être un mot aussi sur le taux de succès qui peut être perçu comme étant assez bas, et donc à l'inverse, il ne faut pas que ça décourage les gens. C'est vrai que c'est un dispositif qui est concurrentiel. Je pense que Zena en reparlera. C'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositifs d'aide qui sont mis en place. On a un process d'évaluation qui était auparavant décliné en 2 phases, qui est maintenant en 3 phases, enfin 3 étapes. Et donc avec beaucoup de déchets entre guillemets entre chaque phase. Néanmoins, si on est bien préparé et si on rentre dans les clous, voilà, on a vraiment ses chances. Donc il faut pas forcément se décourager. Quoi vous dire de plus ? Peut-être, bon, je laisserai Zena présenter Diag Europe, mais en tout cas, on se félicite des bons résultats du dispositif. Il y a un réel effet de levier, donc n'hésitez surtout pas à en bénéficier. Et puis voilà, sans plus attendre, je vais te laisser la parole, Zena, pour la présentation. Merci Laura pour l'introduction. Bonjour à tous. Du coup, je me présente rapidement. Zena El Kurdi, donc moi je suis responsable du pôle accompagnement innovation chez BPI France. Donc au sein de ce pôle, on développe des offres d'accompagnement, soit à destination des entreprises innovantes, soit à destination de tout type d'entreprise, mais toujours dans une démarche d'innovation. Et donc parmi les offres que l'on gère, on a donc le Diagnostic Europe, qui fait donc, comme le disait Laura, l'objet de mon intervention aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail de cette offre, peut-être vous donner
une vision un peu plus globale que ce que propose BPI France en termes d'accompagnement sur le lycée accélérateur. Alors, on est évidemment en lien avec d'autres réseaux, avec d'autres structures. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer en fait un continuum d'accompagnement pour vous accompagner donc avant, pendant et après votre candidature. Et donc, comme je disais, souvent, enfin, on travaille, c'est vraiment un travail collectif et en réseau. Donc avant la candidature, donc comme vous le savez très certainement, le lycée accélérateur, ça exige un certain niveau de maturité. Et donc avant de se lancer, il y a toute une vie, il y a plein de choses à financer. Et donc on a chez BPI France une palette d'aides à l'innovation qui vont venir financer ces étapes préalables. Donc en fonction de l'avancement et du risque, ce sera voilà, des aides en subvention, en avance récupérable ou encore des prêts. Ensuite, lorsque vous vous interrogez sur le lycée accélérateur, on est là, donc on a une équipe relativement modeste chez BPI France qui est là pour vous conseiller aussi, mais il y a énormément d'autres acteurs qui le font également, pour vous aider finalement à prendre la décision ou non de vous lancer sur ce programme et à répondre aux questions. Est-ce que c'est le bon guichet pour mon projet? Est-ce que c'est le bon moment? Il y a également, donc nous on fait partie aussi du réseau Entreprises Europe qui vont proposer des actions, enfin voilà, des rendez-vous un peu plus approfondis, qui vont mettre en place des ateliers de relecture, enfin un certain nombre d'actions qui sont aussi là pour vous aider sur ce programme. Donc ensuite, on a le diagnostic Europe, donc qu'a évoqué Laura, et j'y reviendrai juste après. Donc, il y a une aide au conseil pour préparer le dépôt de votre candidature. Ensuite, on est donc ça c'est effectivement plus récemment donc depuis qu'il y a également cette possibilité de demander de l'equity sur le lycée accélérateur, on peut co-investir donc en capital avec le fonds de l'EIC pour certaines entreprises françaises. Et enfin, il y a également un accompagnement qui est proposé. On fait ça en fait avec d'autres parties prenantes, notamment la Commission européenne. C'est de proposer un accompagnement à une trentaine de lauréats européens qui ont été sélectionnés. Et donc, c'est essentiellement des actions de communication, de promotion, de mise en relation. C'est un peu semblable à ce qu'on fait au niveau du French Tech 120 et du Next 40 au niveau national. Donc, pour en revenir au diagnostic Europe, donc peut-être quelques éléments de contexte, mais Laura en a parlé. Nous, BPI France, on a mis en place cette offre il y a maintenant 3 ans et demi, suite à un rapport qui faisait état que la France contribuait beaucoup au budget de la Commission européenne, mais que les entreprises françaises étaient très peu représentées, mal représentées, et qu'il y avait une méconnaissance en fait des programmes européens. Alors c'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'aides, on a beaucoup de programmes, et que des fois, voilà, c'est pas forcément nécessaire d'aller voir ce qui se passe au niveau de l'Europe, comme ça peut l'être dans d'autres pays beaucoup plus tôt. Je pense qu'il faut néanmoins pas négliger l'apport, enfin le support que peut apporter l'Europe. Ça reste un label d'excellence, ça reste une visibilité en plus qu'au niveau national, on est quand même un peu plus limité. Donc notre objectif, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de dire on va faire plus connaître finalement ces programmes européens et on va inciter les entreprises à candidater en se faisant bien sûr accompagner. Donc l'offre qu'on a mis en place, qui était avant, très focalisée sur l'enseignement PME, qui était le programme avant le lycée accélérateur, sur lequel s'appuie le lycée accélérateur, et qui était donc de dire, de vous mettre en relation finalement avec des consultants référencés, qui ont été référencés sur des critères de résultats, et de prendre en charge une partie de ce coût, parce que comme vous l'avez sûrement entendu plein de fois, c'est un programme où il faut se faire accompagner. On est sur un programme qui est vraiment extrêmement sélectif et il ne faut pas négliger l'accompagnement qui peut vous être apporté. Donc comme je disais, on prend en charge une partie de ce coût, 50%, pour un coût qu'on a plafonné nous à 20 000 € hors taxe. Donc on peut participer jusqu'à 10 000 € sur cette prestation.
Au niveau du process, donc c'est relativement simple, vous faites une demande en ligne. Donc je parle vraiment d'une demande, on n'est pas du tout sur un dossier qui est long et complexe. Voilà, on vous demande quelques documents et évidemment un échange qu'on fait avec vous pour, comme je disais tout à l'heure, s'assurer qu'effectivement on est sur le bon guichet. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas de consultant, il ne faut évidemment pas hésiter non plus à nous contacter directement, mais sinon la demande peut se faire directement donc, sur le site. Pour terminer, comme je le disais, donc c'est une offre qui existe depuis 3 ans et demi. Donc on a fait un bilan l'an dernier sur les entreprises qu'on avait accompagnées. Donc on en a accompagné un peu plus de 200. Il y en a 35 qui ont été lauréates et 55 qui sont allées jusqu'à l'oral. Donc si on compare avec les entreprises qui n'ont pas été accompagnées, en tout cas via le Diagnostic Europe, on a un taux de présélection qui est 2,5 fois plus élevé et un taux de succès qui est 2 fois plus élevé, ce qui est pas complètement négligeable. En dessous, j'ai rajouté qu'effectivement, la France était passée première depuis 2019, sachant qu'on était 5e avant 2018. Alors, je parle bien du programme EIC Accélérateur et Instrument PME. Donc, on était 5e avant 2018, au moment du fameux rapport dont je parlais. Donc, ce chiffre, il est évidemment pas en corrélation directe avec le Diagnostic Europe, mais le message que je voulais faire passer, c'était de dire qu'il ne fallait pas négliger en fait l'accompagnement. On a un réseau d'acteurs en France qui sont là en fait pour vous accompagner vers le programme européen et notamment vers ce programme qui est extrêmement sélectif et qui nécessite d'être bien accompagné. Et il ne faut surtout pas négliger l'accompagnement, le fait d'avoir un bon conseil au bon moment. Sur ce type de programme. Et peut-être juste pour finir, au-delà en fait du financement de cet accélérateur qui est extrêmement intéressant et je pense qu'il y a peu nous chez BPI France, on ne serait pas en capacité par exemple de vous donner 2,5 millions en subvention, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au-delà de ça, nous c'est le retour au SAC aussi qu'on a des entreprises qui ont reçu de financement ou pas, c'est de dire que c'est un excellent exercice pour structurer votre projet, pour être challengé, pour perfectionner votre pitch et qu'il faut effectivement pas avoir peur de se lancer. Alors évidemment, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la patience, mais l'exercice en vaut vraiment la chandelle. Évidemment que c'est mieux s'il y a le financement derrière, mais déjà en soi, le fait de se préparer à l'EIC Accélérateur, c'est un très bel exercice. Et donc, faut surtout pas hésiter à y aller en étant bien accompagné. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser du coup la parole à Mathieu Desbois-Renaudin, pardon, pour un peu plus de concret après cette étape un peu plus théorique. Merci beaucoup, Zena. Alors, je regarde juste si on a des questions dans le chat. On a une question, en effet. Quelle est la référence du rapport évoqué par Zena de 2018 ? Donc, je pense que tu parles du rapport IGF, c'est ça ? Ouais. Oui, tout à fait. Donc, c'est un rapport qui a été coécrit. Alors, je crois que c'est l'IGF et l'IGAENR qui pointaient en fait justement la sous-participation française par rapport à d'autres États membres qui ont disons, qui ont une structuration assez semblable à la nôtre. Je pense notamment à l'Allemagne, à l'époque au Royaume-Uni, et surtout peut-être à une dispersion aussi en matière d'accompagnement qui nécessitait du coup de mettre en place une vraie stratégie pour que les acteurs aillent à l'Europe, enfin, d'une part soient sensibilisés, aillent à l'Europe et surtout connaissent un certain succès dans le dépôt des dossiers. Et donc, suite à ce rapport, un certain nombre d'actions ont été mises en place au niveau français. Et de manière générale, tout ça est chapeauté par ce qu'on appelle le PAP, qui est donc un plan d'action interministériel qui vise à
a identifié un certain nombre de lacunes qu'on avait jusque-là au niveau national et qui méritent donc d'être solutionnées. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que Diag Europe a été mis en place. Et d'ailleurs, Olivier et Marco, dans le chat, nous transmet en effet le lien vers le programme, vers le rapport. Une autre question, quelle est la moyenne des subventions obtenues par les sociétés lauréates? Est-ce que tu as ce chiffre, Zena? Je pense qu'on était autour d'1,5 million. Enfin, si on parle bien de la subvention de l'Europe, je pense qu'on est autour d'1,5 million. Autour d'1,5 million, sachant que, voilà, comme on disait, maintenant le dispositif a un peu évolué et surtout dans le cadre d'Horizon Europe, la partie equity, en tout cas ce qu'on appelle le financement mixte, donc une subvention adossée à un ticket en equity, deviendra plutôt la norme. Et les subventions seules, donc c'est-à-dire accordées sans ticket en equity, seront plutôt l'exception. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Troisième question, et puis après peut-être on passera au témoignage et puis on prendra le reste des questions ensuite. Est-il possible pour les relais d'information d'avoir accès au cabinet de conseil référencé pour le Diag Europe? De mémoire, ils ne sont pas publiés sur le site de BPI France. Oui, c'est possible. Vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous l'enverrai. Ok, super. Et peut-être une dernière, parce que là on peut répondre facilement. Est-ce que ce dispositif est dédié uniquement à l'EIC ou aux autres projets de RDI? Bon, là je peux vous le préciser tout de suite, c'est uniquement dédié à l'EIC Accélérateur. Voilà. Donc, est-ce que tu veux dire un mot peut-être, Zena? Non, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est la parole à Mathieu. Ok. Est-ce que Mathieu, vous êtes connecté? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup pour votre participation. Alors peut-être en attendant d'avoir quelques questions dans le chat concernant votre entreprise et puis votre expérience à la fois côté EIC Accélérateur et côté Diag Europe, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, juste alors peut-être présenter votre entreprise, nous dire comment vous avez connu le EIC Accélérateur et puis voilà, quelle est votre expérience du dispositif? Très bien, bonjour à tous. Alors déjà, je mets la caméra, mais je suis pas sûr que j'aurai un bon débit montant, donc si jamais ça va pas, n'hésitez pas à me prévenir, puis j'enlèverai la caméra, on continuera ça. Donc Mathieu Desbois, je suis le président de Watalps. Watalps, c'est une société que j'ai fondée avec deux associés en 2018 pour développer une innovation qu'on avait développée au CEA à partir de 2015. Pour vous donner une idée, on avait fait un premier démonstrateur au CEA TRL3 en 2017. En 2018, on a fait un démonstrateur à échelle 1 TRL4. Alors, ce qu'on fait, nous, pardon, je suis allé un petit peu vite, ce qu'on fait, nous, ce sont des batteries lithium-ion modulaires pour les applications haute performance. On utilise une technologie de refroidissement innovante qui est le refroidissement par immersion, où on vient immerger les cellules lithium-ion dans un liquide diélectrique isolant, qui est aussi biodégradable, non inflammable et non toxique. Et ça nous permet d'avoir des très bonnes performances, quelles que soient les conditions climatiques et environnementales, et puis aussi d'avoir une très bonne durée de vie, puisqu'on maîtrise très bien la température de la batterie, donc on a une très bonne durée de vie. Donc ça fait qu'on a notre application, nos batteries sont très intéressantes pour les applications industrielles où il y a vraiment un gros besoin pour l'électrification des engins de construction, par exemple les engins de logistique ou les engins de manutention. Donc tous ces engins qui sont utilisés 5-10 heures par jour, voire on a des engins qui fonctionnent 18 heures ou 24 heures sur 24 avec de la charge rapide. Donc voilà, ça c'est notre secteur cible qu'on avait identifié assez tôt et qu'on a gardé en fait. Donc comme je le disais, prototype TRL3 en 2017, TRL4 en 2018 avec un premier véhicule complètement électrifié en 2018, mais pour des petites applications. Et TRL6 en 2020. 2020, c'est l'année où on a déposé notre dossier à l'EIC Accelerator. On avait à ce moment-là pas mal de contacts clients, des contacts avec des références du secteur, des contacts avancés avec des références du secteur, voire même une commande de prototype d'un des référents du secteur.
je pense que ça a joué dans notre dossier. Alors, par rapport au Diag Europe, nous, on a... En fait, moi, j'avais déjà tenté de monter un projet européen quand j'étais au CEA et j'avais remarqué la complexité que c'était, la nécessité d'être bien accompagné aussi et la grande sélection qu'il y avait, sachant que le projet Accélérateur, c'est un des projets européens les plus sélectifs. Donc, pour moi, il était hors de question d'y aller seul parce que c'est vraiment... enfin, j'avais déjà monté pas mal de projets hein, sans conseiller, mais il y a une spécificité au projet européen et il est important pour ça d'avoir un consultant parce qu'il va savoir parler la bonne langue, en dehors de l'anglais bien sûr, mais utiliser le bon vocabulaire, les bons mots pour convaincre les interlocuteurs. Il y a un certain nombre de clés. Euh, en fait, qu'on peut pas deviner tout seul si on n'a pas déjà monté un grand nombre de projets européens. Et donc, être conseiller, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'était vraiment indispensable, même si j'étais pas un débutant en montage de projet, j'en avais déjà monté beaucoup. Euh, je sais pas si on l'a dit, hein, mais le taux de sélection, c'est quand même 3%, donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un dossier très 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 bon. Et le coût d'un consultant, c'est élevé. Surtout pour une société qui démarre, mais ça vaut vraiment ça vaut vraiment la peine. Alors nous, on avait commencé à, donc j'ai dit, on a déposé un dossier en 2020, mais on avait commencé à regarder et à rencontrer des consultants dès fin 2018 dans le but de déposer un dossier à l'EIC Accelerator en 2020. Ce qui a déclenché notre motivation pour déposer en 2020, c'est que il y avait un appel à projet en mai qui était dédié Green Deal. Et donc, on rentrait très bien dans cet appel à projet. C'était la première fois, je crois, que c'était focalisé sur une thématique et qui nous convenait très bien. Donc, on a décidé de se lancer à ce moment-là. Et on avait déjà quand même bien identifié les différents consultants. On avait vu 3 ou 4 cabinets différents et on en avait sélectionné un qui nous semblait le plus pertinent. Alors, pour tout vous dire, ces cabinets, à chaque fois, on avait choisi des cabinets qui avaient été conseillés par d'autres entrepreneurs qui avaient eu le IC Accelerator. Enfin, on avait eu 2 cabinets qui nous avaient été conseillés et un qu'on avait eu par nous-mêmes. Et on a pris celui qui avait le plus de succès au niveau de ce projet-là, et on a bien fait puisqu'on a eu un succès dès notre premier dépôt. Alors, il paraît que c'est assez rare et c'est tout à fait, faut pas du tout s'inquiéter et c'est tout à fait possible de le présenter plusieurs fois. Nous, on a eu le succès dès le premier dépôt, peut-être parce qu'on avait un très très bon consultant, qu'on avait cette thématique qui était vraiment bien adaptée par rapport à notre sujet à nous. Et puis aussi parce qu'on avait quand même une certaine maturité qui nous permettait de donner tous les éléments dont avait besoin le consultant pour faire un bon dossier. Donc, parmi les éléments importants du consultant, il y a notamment et ça, on nous a dit que c'était vraiment quelque chose d'important qu'on peut avoir tendance à négliger, c'est la capacité de prouver l'impact que notre projet va avoir en Europe. Donc l'impact, ça va être, pour nous, c'était réduction des émissions de CO2, réduction du bruit en ville pour les chantiers de construction, amélioration de la santé des travailleurs, réduction de la pollution, puisqu'on surprime des moteurs diesel, pollution au dioxyde d'azote, pollution aux particules fines. Mais tous ces éléments-là, il faut pouvoir les quantifier. Donc il faut avoir la matière à fournir aux consultants pour qu'ils puissent les quantifier. Et il faut avoir une démarche scientifique en fait pour prouver ces impacts et pour démontrer par rapport à son business plan quelle est la quantité qu'on va gagner en équivalent de CO2 par exemple, ou en réduction de particules, ou en économie de la matière. Donc tous ces éléments-là, il faut pouvoir les quantifier et c'est un point important. Aussi, ce qu'on nous avait dit et qui est très important, c'est d'avoir des lettres de soutien, même si ce ne sont pas des clients à vous, mais des lettres de soutien de grands noms du secteur qui montrent la pertinence de votre projet. Donc ça, on a réussi à avoir 5 ou 6 lettres de soutien
de très grands noms du secteur qui nous ont aussi permis de nous aider, même si on n'était pas en relation contractuelle avec toutes ces personnes-là, hein, voilà. Et puis les conséquences, pour faire rapide, après je prendrai un temps pour répondre aux questions. Les conséquences, c'est tout simplement énorme pour la société. Nous, c'est 1,6 million de subventions. En fait, ça finance, c'est de la subvention à 70%, donc c'est une très bonne subvention. C'est bien financé puisque vous touchez une grosse part de la subvention au début, ce qui fait que vous avez peu d'avance de trésorerie à faire, même s'il faut quand même la prévoir. Comme la subvention est grosse, faut quand même prévoir le budget vis-à-vis de l'avance de trésorerie. Et nous, on a opté aussi pour un apport en capital, en equity, et qu'on est encore en train de négocier, mais qui sera vraisemblablement de 1,1 million plus 1,1 million, donc en deux fois. Donc ça fait vraiment des très beaux apports, et ça fait basculer la société dans une autre dimension pour vraiment avoir les moyens de se concentrer sur le développement de la société. Et puis aussi avoir plus de crédibilité vis-à-vis de tout notre environnement, que ce soit les clients, notre équipe, les investisseurs potentiels qui peuvent être déjà dans la société, les banques, voilà, toutes les parties prenantes. C'est vraiment un gage d'excellence. Et puis aussi, c'est un gage de stabilité financière, hein, puisque c'est public, c'est connu, tous ces éléments-là. Donc c'est vraiment un gros plus. Nous, d'un point de vue visibilité, ça nous permet aussi, on a été invité à une conférence qui est la conférence du secteur qu'on vise, et on va présenter le projet qu'on a porté dans l'accélérateur. On va le présenter en septembre de cette année. Donc ça nous donne aussi une opportunité de présenter nos produits à une très belle conférence cible de notre secteur. Donc je vous encourage très fortement à tenter votre chance au niveau de l'accélérateur, mais à le faire à un moment où vous êtes bien préparé, qui correspond au niveau de maturité souhaité et qui soit avec un consultant de très bon niveau. Et pour ça, nous, ça nous a beaucoup aidé d'avoir le soutien de BPI qui nous a financé une bonne partie de l'investissement nécessaire. Voilà, je pense que je vais maintenant écouter les questions. Alors, j'ai cru voir qu'il y en avait une qui avait été posée sur le chat. Oui, merci beaucoup pour la présentation. En effet, on a une première question. Donc, pouvez-vous donner quelques détails sur les accords en matière de propriété intellectuelle qui ont été mis en place pour la candidature à l'EIC? Vous avez mentionné que l'innovation avait été développée au CEA ou en lien avec le CEA. Alors, nous, on n'a rien mis en place pour la candidature à l'EIC, mais on avait déjà un accord de licence signé depuis 2018 avec le CEA. Donc, on avait un accord de licence très clair avec des conditions d'exclusivité pour certains secteurs, avec les redevances, tout clairement expliqué dans cet accord, et on a bien sûr fourni cet accord dans le dossier de l'EIC Accélérateur. Ok, alors je vois pas d'autres questions dans le chat, ça fait erreur pour l'instant. Bon, mais du coup, moi, je vais vous en poser. Donc là, vous êtes où actuellement dans le process? Vous avez déjà touché votre subvention? Oui, on a touché notre subvention, oui. Et côté equity, du coup? Donc la subvention, on l'a touchée très rapidement. En fait, on a eu la réponse alors très rapidement, il y avait quand même du travail à faire. On a eu la réponse fin juillet et on a touché la subvention début novembre. Sachant qu'on aurait pu éventuellement accélérer un peu plus le processus et l'avoir dès octobre. Mais ça, c'est en étant vraiment proactif pour que la subvention arrive vite. Et puis au niveau de l'equity, une fois que la subvention est signée, ils commencent à regarder l'equity. Et l'equity, on a commencé les discussions en début d'année. Donc là, c'est plus long, mais il y a une part de la lenteur qui est liée de notre côté. Ils ont été assez réactifs de leur côté. Et on a signé le term sheet là, où il va être signé dans les prochains jours. Donc le déblocage des fonds devrait arriver en juillet, on va dire à peu près. D'accord, donc un process qui a été relativement rapide de votre côté, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, et puis on n'a pas du tout été freiné au niveau de la commission. Ils ont été rapides pour le term sheet. Je sais qu'il y a eu des gens pour qui c'était plus long, surtout au début, les tout premiers.
Alors on a insisté pour que ce soit fait assez rapidement, mais ça s'est vraiment bien passé, hein. Voilà. Ok, super. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, quelle est la proportion des activités de R&D financées par la subvention? Donc là, je ne suis pas sûre de la question. Est-ce que c'est le taux de subvention? Dans ce cas-là, c'est 70%. En fait, en gros, on a quasiment que de la R&D, enfin de la R&D, ça dépend ce qu'on appelle de la R&D, mais il n'y a que de la R&D qui est subventionnée. Mais on avait mis une part, Ah, R&D versus industrialisation, mais en fait, l'industrialisation, c'est de la R&D. Je sais pas ça dépend ce qu'on appelle. On est plus dans le D que dans le R quand on fait de l'industrialisation, mais on fait encore de la R&D, on va dire. Voilà. Donc oui, il y a la part industrielle. On monte, en fait, l'objectif, c'est de passer de TRL6 à TRL8. Donc dedans, il y a forcément de l'industrialisation. Nous, dans notre projet, il y a de la montée en TRL et de la montée en MRL, donc en Manufacturing Readiness Level aussi, qui est inclus dans le projet. Par contre, il n'y a pas d'équipement, il n'y a que de l'amortissement d'équipement, il ne peut pas y avoir d'équipement. Et on avait mis un work package commercial pour aider au développement commercial, et ce work package nous a été retiré. Par contre, ça a été ajouté dans l'apport en equity, on va dire. Voilà. ouais, tout à fait. Du coup, pour compléter un tout petit peu, c'est peut-être ça que vous vouliez dire avec votre question. Théoriquement, dans le programme de travail de l'EIC Accélérateur, les subventions ne couvrent que les activités de R&D et les tickets en equity ne couvrent que les actions qui ont un rapport, enfin en tout cas les work packages qui ont un rapport avec l'industrialisation. Donc c'est à peu près comme ça que ça se découpe, et d'ailleurs le témoignage de Wattalps le montre bien. S'il y a des work packages qui avaient d'abord été plutôt mis sur le volet subvention et qui ne correspondent pas vraiment à de la R&D, ils sont rebasculés sur la partie equity. Oui, moi je dirais qu'il y a une phase de mise au point avant de pouvoir faire le scale-up. Et en fait, cette phase de mise au point avant de pouvoir faire le scale-up, elle peut être euh, subventionnée. Enfin, bien sûr, pas n'importe quoi, mais une bonne part. Par contre, tout ce qui est mise à l'échelle, augmentation, ça c'est prévu dans l'equity en fait. Voilà, c'est pas la subvention. Oui, tout à fait. Alors, une autre question, avez-vous dû trouver un co-investisseur en parallèle du fonds EIC? Alors, il va falloir, oui, effectivement. Nous, on avait déjà des investisseurs historiques, et c'est pour ça que la levée se fait en deux temps. On a une première partie qui est en obligation convertible, où on n'a pas besoin de faire rentrer un nouvel investisseur externe, mais on a nos investisseurs historiques qui remettent au pot. Et on a une deuxième partie de levée de fonds qui aura lieu l'année prochaine, où on fera rentrer un investisseur externe. Et où là, il demande un apport d'un investisseur externe à hauteur des fonds qu'ils mettent eux. Ok. Autre question, est-ce que le montant de la subvention a été limité ou impacté par le montant des fonds propres de la boîte dans l'entreprise? Non, non. Non, c'était une question qu'on avait et qu'on a posée avant de déposer le dossier, et on nous a dit que c'était pas le cas. Et dans l'analyse, ça n'a jamais été une question dans le dossier. Oui, et effectivement, donc ça, c'est un point particulier qui rend la solution intéressante. En fait, nous, ce qui nous a limité le montant de la subvention, pourquoi on n'est pas allé à 2,5 millions, c'est simplement parce qu'on n'aurait pas été capable de dépenser les 3 millions et quelques dans les 2 ans que doit durer le projet, parce que le projet ne doit pas durer plus de 2 ans. Il faut vraiment, faut, vous pouvez éventuellement décaler un petit peu la fin, mais si vous n'avez pas dépensé, c'est perdu, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré partir sur quelque chose qui nous semblait réaliste par rapport à notre BP et par rapport à nos prévisions de dépenses. Et donc, voilà, on est arrivé à 1,6 million. Mais voilà. Donc, une entreprise créée en 2020-2021 peut déposer un projet UIC? Oui, théoriquement. Après, encore une fois, on est sur un dispositif qui est quand même très concurrentiel. Il faut avoir les reins solides. En général, d'après ce qu'on a pu voir sur les dernières années, on est plutôt sur des entreprises qui ont à minima
2 ans, 2-3 ans. Donc il n'y a pas de contre-indication à la base. En revanche, voilà, il faut peut-être une certaine maturité aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu. Nous, on n'aurait pas pu. Je pense pas qu'on aurait pu avoir le IC Accelerator en 2018, l'année de notre création. Je pense qu'on n'aurait pas été assez mûr. Enfin, non, je suis certain qu'on n'aurait pas été assez mûr et que on aurait. Enfin, après, il faut aussi pouvoir justifier du complément de la subvention. En fait, faut quand même déjà avoir un peu d'assises financières. Alors, si vous êtes créé en 2020-2021, mais que vous avez déjà 2 millions au capital, c'est pas la même chose. J'en sais rien. Moi, je connais pas votre histoire, mais nous, en tout cas, en général, il faut quand même avoir déjà un certain nombre de tractions. Enfin, faut pouvoir prouver la traction marché. Et pour pouvoir prouver la traction marché, enfin, on peut pas. Enfin, c'est très très difficile, en tout cas pour une société comme la mienne industrielle, de le faire en 6 mois, quoi. En fait, c'est très très compliqué. Alors peut-être vous avez une application qui a déjà été téléchargée 1 million de fois, et à ce moment-là, ça peut peut-être se justifier, mais sinon c'est pas simple, hein. Voilà. Oui, tout à fait, hein. On parle bien d'un dispositif qui va accélérer un projet, hein. Donc, il y a vraiment cet enjeu de faire du scale-up. C'est pour ça que je parlais de maturité, hein, tout à l'heure, de l'entreprise et du projet de manière générale. Je vois qu'il nous reste 5 minutes. Peut-être, on a épuisé les questions dans le chat. Alors peut-être moi, je vais vous poser 1 ou 2 questions. Quel est le profil type, d'après vous, du lauréat? Enfin, en tout cas, autrement dit, quelles sont les clés de succès? Vous en avez un peu parlé, mais voilà, s'il fallait résumer. Et puis, si vous aviez des conseils aussi aux futurs candidats, lesquels seraient-ils, pardon? Alors, moi, j'ai la particularité qu'on a, nous, c'est qu'on a fait qu'un dépôt et que ça a marché tout de suite. Donc, c'est difficile, quand on n'a pas eu d'échec, de dire quels sont les facteurs clés de succès. Bien sûr, moi j'ai beaucoup parlé avec des collègues entrepreneurs avant de déposer le dossier, et puis on en parle aussi pendant j'ai fait des retours d'expérience à différents entrepreneurs qui avaient posé en même temps que nous un dossier et qui ne l'avaient pas eu. Je pense que il y a plusieurs éléments différenciants. Il y a le fait, mais bon, c'est assez classique pour une levée de fonds en fait, hein. C'est comme une levée de fonds, c'est-à-dire faut vraiment montrer que la technologie elle est différenciante, que ce que vous développez c'est différenciant, qu'il y a une traction marché et que vous avez des protections, enfin vous avez des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui va pouvoir refaire exactement la même chose que ce que vous faites. Voilà. Et puis il faut montrer que vous avez une ambition international, que vous allez avoir une croissance forte, que le marché que vous visez est à potentiel fort et que vous allez suivre ce potentiel. Si vous allez voir la commission et que vous dites que dans 5 ans ou 10 ans, vous ferez 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous serez 10 personnes, vous n'aurez pas le projet, c'est sûr. Voilà. Enfin, c'est mon impression. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme une levée de fonds, c'est-à-dire il faut montrer l'attraction marché, montrer que la technologie est pertinente, montrer que vous êtes protégé et que vous aurez un vrai avantage différentiel par rapport à vos concurrents avec votre projet. Et puis ensuite, démontrer l'impact. Moi, c'est ce qu'on a sur le plus important, je crois, c'est le débouché, c'est-à-dire vraiment démontrer l'impact qu'il y a sur la société et les perspectives, en fait, voilà, en les quantifiant. Alors, une dernière question dans le chat. Combien de temps de préparation pour Watalps? Alors, ouais, c'est un peu difficile de répondre. Donc nous, comme je dis, on avait un très bon consultant. Et on avait déjà pas mal de matières premières que j'ai données au consultant et qui étaient disponibles pour répondre aux questions du consultant. Donc dès qu'il me posait des questions en me demandant est-ce que vous avez des éléments sur ça ou ça, ça me demandait une demi-heure, maximum 1 heure de travail pour lui donner les éléments de façon très propre. Et ça m'a. Je pense que, en gros, j'ai eu 2 semaines de travail à temps complet à peu près. Voilà. Donc 10 jours de travail à temps complet.
qui ont été répartis sur 2-3 mois de préparation. Sachant qu'on a eu, nous, on avait un consultant, ensuite on avait notre incubateur qui nous a fait des auditions. On a eu aussi des auditions par la région. Et à chaque fois, ces différentes auditions nous ont permis d'améliorer notre dossier, et je pense de façon assez significative. Je pense de la même façon, on n'aurait pas pu réussir du premier coup si on n'avait pas eu tout ça, en fait. Voilà. Très clair, merci beaucoup. On s'approche de la fin, donc je vais peut-être juste, en guise de récapitulatif, vous dire 2 mots sur l'EIC. Donc, le prochain appel est en juin, mais bon, vous ne pouvez pas vraiment déposer de candidature pour vous assurer d'être évalué à ce moment-là. Le second est à la rentrée. Je vous rappelle qu'il y a une double approche bottom-up et top-down, c'est-à-dire que vous pouvez déposer au fil de l'eau sur toutes les thématiques et dans tous les secteurs, et on a à échéance régulière des relèves thématiques, donc comme ça a été le cas de Wattalps qui a répondu au cut-off ciblé Green Deal. Voilà, et contrairement à l'EIC en format pilote, qui comprenait uniquement une phase d'évaluation de licence puis d'entretien, depuis 2021, on a ajouté une 3e étape qui est une phase de pré-filtre où vous déposez un dossier allégé. Vous retrouverez de toute façon toutes ces informations sur le portail d'Horizon Europe. Je vous rappelle aussi qu'il y a un webinaire spécifiquement dédié à l'EIC qui s'est tenu hier et que vous pouvez retrouver aussi en replay sur le site d'Horizon Europe. Sur le portail, une présentation du DIAG PTI, donc, qui est un peu le pendant du DIAG Europe, mais pour les projets collaboratifs, se tiendra cet après-midi à 14h15. Et un dernier mot aussi sur, pour le coup, le pendant académique, qui est l'appel MRSEI, pardon, qui est un dispositif porté par l'ANR, qui a aussi fait l'objet d'un webinaire et que vous pouvez regarder en replay, toujours sur le portail Horizon Europe. Et je vois une dernière question et on s'arrêtera là-dessus. Y aura-t-il les mêmes échéances chaque année, juin et octobre? Pas forcément, en tout cas sur les dates, sachant que le programme de travail de l'EIC en tout cas est annuel. Les thématiques, les dates, etc. sont revues chaque année, donc je ne peux pas vous assurer que ça correspondra aux mêmes périodes. Et donc, l'adresse du replay du webinaire d'hier, donc vous pouvez aller sur le site, c'est le portail national Horizon Europe, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Si je vais vous copier le lien, sauf si quelqu'un est plus rapide que moi, je vais vous copier dans le chat le lien vers le site internet. Voilà, donc c'est www.horizoneurope.gouv.fr. Ah, Olivier était plus rapide que moi. Bon. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'intégralité des webinaires dédiés au lancement d'Horizon Europe, à la fois thématiques, donc sur chaque partie du programme cadre, et à la fois pardon, ceux qui ont trait au dispositif d'accompagnement. Sur ce, je vous remercie. Un très grand merci à la fois aux personnes qui ont fait des présentations et à la fois aux participants. Et puis, n'hésitez pas à déposer des dossiers à l'EIC Accélérateur si vous vous en sentez prêt. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner. C'est très important pour un dispositif aussi concurrentiel. Très bonne journée et merci encore.